wo gefallen ist a Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gewurre, unsere Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heint, und wo gefallen ist a Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gewurre, unsere Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heint. On va maintenant passer à la suite. Ravengort, vous êtes bien évidemment l'élève du Sri Esh. Vous êtes également docteur en droit, vous enseignez dans multiples cercles. Mais ce soir, vous êtes présent pour nous parler d'une histoire de famille, pour nous raconter l'histoire de votre père, Zichrono Livracha, qui a beaucoup aidé à cacher, à faire venir des Juifs en Suisse, le Chavod Ravengort. Merci à vous. Merci beaucoup, merci le Rav Morali, merci à tous les intervenants. Je préférais être le dernier, parce que si jamais le Tzibour s'endort, c'est pas trop grave, les autres intervenants ne seront pas lésés. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par un épisode qui s'est passé dans les années 43. Trois jeunes adolescents ont réussi à traverser la frontière pour des passeurs, grâce à des passeurs, et ils sont arrivés en territoire suisse, je crois que c'était à Morgin, et puis depuis Morgin, ils ont pris le premier train du matin, à 6 heures du matin, et ils sont partis à Martigny, et de Martigny, ils ont pris le grand train qui va sur Lausanne, et ils se sont arrêtés à Montreux, car la seule adresse qu'ils connaissaient, c'était la yeshiva de Montreux, la yeshiva fondée par mon grand-père, de Rav Eliyahu Bochko. En arrivant à Montreux, ils ne connaissaient pas l'adresse de la yeshiva, ils ont pris un taxi, et le taxi les a amenés à la yeshiva, mais le chauffeur du taxi est tout de suite allé dénoncer ces trois jeunes, il a tout de suite compris que c'était des fugitifs, il est allé dénoncer à la police. Ils sont arrivés à la yeshiva, encore tout le matin, vers 7h30, 8h. C'était le moment de la bar mitzvah de mon cousin, mon grand cousin, le Rav Sternbuch, le Rav Abraham Sternbuch, qui vient de décéder. Et tout le monde se préparait à des grandes festivités. Et soudainement, la police arrive à la yeshiva, elle demande où sont ces fugitifs. Finalement, elle réussit à les attraper. Elle les renvoie au poste frontière. Vous savez que les Suisses n'avaient pas trop de problèmes pour renvoyer des Juifs, toujours en prétendant que la barque est pleine. Et alors, à ce moment-là, monsieur et madame Sternbuch, les parents de ce jeune Abraham Mele, ont complètement oublié la bar mitzvah. Et pendant tout le Shabbat, ils n'ont pas arrêté de téléphoner dans toute la Suisse, partout ils connaissaient les adresses, pour essayer de sauver ces trois jeunes qu'on ne les renvoie pas au-delà de la frontière. Et finalement, au dernier moment, ils réussissent à avoir un OK de la part des autorités suisses que ces trois jeunes peuvent rester en Suisse. La bar mitzvah était entièrement oubliée. Et le pauvre Avraham Mele était vraiment un pauvre garçon. Il espérait, il escomptait, il comptait d'avoir une bar mitzvah. Et finalement, tout le monde l'avait oublié. Mon père, Zichrono Livracha, voit le petit Avraham Mele, tout triste, il le voit sur son visage. Et alors, mon père s'approche de lui et il lui dit, cher Avraham Mele, tu as reçu le plus beau cadeau qu'un enfant puisse imaginer recevoir pour la bar mitzvah. 3 vies d'enfants juifs ont été sauvées pour toi. Cette capacité de mon père de regarder le visage d'Avraham Mele, c'est une capacité qui n'est pas donnée à chacun. Et au-delà de tout ce que mon père a fait pendant la guerre, on dirait quelques mots bientôt, cette capacité de voir l'autre, de comprendre l'autre, c'est une capacité obtenue déjà de Jacob.
c'est marqué à propos de Jacob, c'est le Chafetz Chaim qui en fait la remarque. Vayar et pene Lavan, she'enam kitmol shilshom. Lavan, le beau-père de Jacob, comme disait le Kharam de Lausanne, c'est la seule chose qu'il y avait de blanc chez lui, c'était son nom. Eh bien, Lavan, soudainement, son visage n'était plus comme celui d'hier et d'avant-hier. Et alors, tout de suite, il s'adresse à ses femmes, il leur dit, c'est venu le moment de partir. Le Chafetz Chaim dit, lorsque tu vois la figure, le visage du goy qui n'est plus comme hier, eh bien, sache que le moment est venu de partir, de rentrer en Eretz Israël. Eh bien, cette capacité-là de voir le visage de l'autre, de comprendre le visage de l'autre, c'était une partie essentielle de la Poulat Hatzala, des actions de sauvetage de mon père. En préambule, je dirais que mon père, Zichrono Livracha, a étudié au séminaire rabbinique de Berlin, dont le directeur était le célèbre Rav Weinberg, l'auteur des Sridei. Et un jour, il y a mon grand-père, le fameux Rav Eliyahu Botsko, qui arrive chez lui au séminaire, et puis qui lui dit, écoute, je cherche un shidour pour ma fille. Et ma fille ne veut pas avoir un Bachou Yeshiva standard. Eh bien, un Bachou Yeshiva qui est aussi profondément ancré dans le monde de la science. Est-ce que tu aurais quelqu'un qui peut convenir à ces deux exigences de ma fille? Et Rav Weinberg, tout de suite, a pointé sur mon père. Il lui a dit que s'il était dans une des plus grandes yeshivot de Lituanie, il serait un des Bachurim les plus réputés. Et en même temps, il a aussi cette capacité de connaître aussi tout le monde de la science. Et alors mon père est parti en Suisse, il a rencontré sa future fiancée et finalement les fiançailles sont venues. Mon père a dû rentrer à Berlin parce qu'il devait obtenir son titre de docteur. Et il a été finalement le dernier juif en Allemagne qui a reçu en 1939 le titre de docteur. Et un tas d'aventures, finalement, mon père est reparti, il devait partir en Angleterre. C'est le seul endroit où il a reçu un laissez-passer, c'est pour partir en Angleterre. Il avait reçu de la part de la Suisse un transit de 15 jours pour aller visiter sa fiancée. Et alors, quand il est arrivé en Suisse, c'est à ce moment-là, septembre 1939, quelques jours après son arrivée, que la guerre a éclaté. Impossible de repartir en Angleterre. Et alors, mon père, il a enseigné à la yeshiva de Montreux, mais ses parents et toute sa famille étaient restés à Varsovie. Et pendant 2 ans, ils ont attendu que les parents puissent arriver au mariage. Il y avait toujours l'espoir. Ils ne voulaient pas faire le mariage sans ses parents. Mais finalement, cet épisode est extrêmement important parce qu'il va expliquer toute la suite de cette trajectoire. Et alors, finalement, parce que presque 2 ans passés, et impossibilité d'entrevoir la venue de ses parents, alors ils ont fêté son mariage sans ses parents à Montreux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, mes grands-parents étaient Abraham et Mathilde Weingart, ont fêté, eux, la cérémonie du mariage à Varsovie. Et tous les grands de Varsovie, tous les grands rabbinim de Varsovie sont venus dans la maison de mes grands-parents pour fêter cet événement. Et à ce moment-là, Rav Weinberg, qui était présent parmi tous ces rabbinim, il a proposé de marquer le coup par un livre qui va être écrit par tous les rabbinim ici présents. Et c'est un livre qui traitera du biur chametz, l'élimination du chametz, et chaque rave a été engagé à écrire une tchouva sur ce thème-là. Le livre est sorti
un seul exemplaire. Et ce livre on l'a appelé Kululat Shaul, le mariage de Shaul, de mon père. Et c'est ce livre-là qui finalement a disparu. Si quelqu'un a la possibilité de le trouver, c'est peut-être une des plus grandes découvertes de notre vie. Quoi qu'il en soit, ce phénomène-là, de cette attente de ses parents qui viennent au mariage, c'est ce phénomène-là qui finalement a engagé mon père à s'occuper des Juifs qui se trouvaient de l'autre côté du rideau de fer, en Europe de l'Est. Parce qu'il a commencé à envoyer des paquets, un paquet, un autre paquet, etc., à ses parents pour leur permettre de survivre. Il y avait la grande famine à Varsovie. Et puis, puisqu'il envoyait des paquets, alors il y avait d'autres personnes également qui ont demandé de recevoir des paquets. Et ainsi, c'est devenu, la petite ville de Montreux est devenue la grande entreprise. On envoyait des paquets sans fin. On les envoyait en Scandinavie, on les envoyait à Amsterdam, et puis de là-bas, ça devait arriver ensuite sur Varsovie. Ma maman racontait toujours qu'il y avait un juif, il s'appelait Donnenbaum, qui disait par rapport à beaucoup de sceptiques, il disait à quoi ça sert d'envoyer ces paquets? De toute façon, ils ne vont jamais arriver. Ils passent par tellement de frontières. Les Allemands vont les arrêter. Ils vont prendre cette nourriture pour eux-mêmes. Il n'y a aucune chance qu'ils arrivent. Et Donnenbaum de dire, comme Zichranistan. Si on n'envoie pas, ça n'arrive certainement pas. Si on envoie, peut-être qu'un paquet sur 20 arrivera. Et c'est comme ça qu'a commencé cette énorme entreprise de sauvetage. On envoyait des paquets aux prisonniers du ghetto de Varsovie. Je vais rentrer un petit épisode à ce sujet. Quand s'est approché la fête de Sukkot, mon père a essayé de récolter 10 paquets d'arba minim, lulav, etrog, etc., pour les envoyer et qu'ils soient distribués dans tout le ghetto de Varsovie. Et finalement, ces 10 lulavim, c'est tous les habitants juifs de Varsovie, à l'époque il y en avait quelques centaines de milliers, tous les habitants juifs de Varsovie sont venus un après l'autre pour accomplir la mitzvah d'Arba Minim. Mais mon père avait écrit dans son envoi, je n'accepterai aucune excuse si un des lulavim ne l'apportait pas au Rav Weinberg, qui était donc son grand maître encore de l'époque de Berlin, et qui était lui-même emprisonné avec un passeport russe. Et alors, il a dit que sinon, il n'aurait pas accompli la mitzvah, c'est Xéla, c'est un vol. Et alors, avant de distribuer les loulavim aux autres, ils ont réussi à faire passer un loulav dans la prison où Rav Weinberg était, et comme ça, ensuite, les loulavim ont été distribués. Ça, c'était le premier épisode de l'envoi des paquets. Et la deuxième grande épisode de mon père, c'était ensuite l'envoi de lettres. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, il a tenté par tous les moyens de sauver ses parents. Et comme je disais avant, à travers le sauvetage de ses parents, c'est finalement le sauvetage de centaines et de milliers de Juifs de l'Europe de l'Est qui était en jeu. Et à un moment donné, il voulait à tout prix sauver ses parents. Et il a réussi un tour magique. Il n'était pas seul, il était aidé par son oncle Isaac Sternburg, par sa tante Resha Sternburg, par un autre oncle Elie Sternburg. Mais il avait une entreprise personnelle. Il a essayé d'obtenir des passeports à l'ambassade de Paraguay à Berne. Et je peux vous montrer un exemple de passeport qu'il a essayé de récupérer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Je crois que vous n'arrivez pas à voir. C'est un exemple de passeport de Paraguay qu'ils ont acheté chez le consul du Paraguay à Berne, en cachette,
mais qui produisait des passeports a priori officiels de l'ambassade, du consulat de Paraguay à Berne. Et ces passeports-là, il les a envoyés à ses parents, à ses cousins, à toute sa famille, une famille d'à peu près 200 à 300 personnes. Si vous imaginez, mon père seul, il avait une famille de 200 à 300 personnes qui étaient dans le ghetto de Varsovie. Il a envoyé ses passeports. La nouvelle s'est répandue extrêmement rapidement dans toute la Pologne. Et tout d'abord, ces passeports-là, c'est des passeports de Paraguay qui ont permis de considérer les Juifs qui avaient ces passeports-là, qui donnaient ces passeports, comme une monnaie d'échange pour, le jour venu, échanger ces Juifs contre des prisonniers allemands qui étaient emprisonnés auprès des Alliés. Et alors, on a réussi, avec ces passeports, d'envoyer les Juifs qui détenaient donc ces passeports, d'envoyer les Juifs dans un camp d'internement en France. Ce camp d'internement était pas très loin de Nancy, il était à Vittel. Là-bas, il y avait un endroit de villégiature qui ont été transformés en camp d'interné. Et c'est là-bas que les Juifs, toute sa famille a été internée là-bas, dans le camp de Vittel. Comme je disais, la chose s'est répandue extrêmement rapidement dans toute la Pologne. Et mon père n'arrêtait pas de recevoir chaque jour des dizaines et des dizaines de lettres. Ma maman racontait, je dis toujours maman racontait parce que je n'ai pas eu le privilège d'entendre ça de lui-même, parce qu'il est mort dans un accident terrible. Peu après la fin de la guerre mondiale, j'avais que quelques mois. Et alors, les histoires sur mon père, je les ai essentiellement entendues de ma maman. Et ces gens-là demandaient qu'on leur envoie également des passeports pour échapper au camp de concentration. Et toutes ces lettres-là, c'est extrêmement intéressant, ce sont des véritables trésors. Et finalement, ma maman a remis tous ces trésors-là à Yad Vashem. Et un des présidents de Yad Vashem nous a dit que c'était peut-être le plus important, une des plus importantes archives que le Yad Vashem n'a jamais reçues comme en tant qu'archive privée. C'est vraiment des centaines et des milliers de lettres de gens qui ont donné leur dernier message. Et alors, ils essayaient de faire savoir leur nom, d'envoyer des photos pour qu'on leur fabrique un passeport grâce à cela. Et alors, tout était en langage codé. L'anniversaire, j'écris parce que c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Et comme ça, ils pouvaient écrire la date d'anniversaire, etc. Et alors, mon père, ma maman disait toujours, mon père, lorsqu'il voyait, il entrevoyait un moyen quelconque pour aider, il mettait tout en place et tout en œuvre pour intervenir. Mais s'il ne voyait pas de moyen d'intervenir, alors tout de suite, il écrivait une lettre en retour. Je m'excuse, mais je ne puis pas intervenir pour toi. Il ne voulait pas que ces gens s'accrochent à cet espoir que peut-être qu'ils vont être sauvés par lui et ils vont s'accrocher à cet espoir en abandonnant toute autre tentative de survie. Et comme ça est venue cette énorme correspondance où une grande chercheuse qui s'appelle Sarah Kadosh, qui a travaillé à Yad Vashem, a travaillé au Joint, a écrit un livre tant en hybride qu'en anglais. Le livre en anglais vient de paraître à Yad Vashem. We think you as an angel. On te considère comme un ange. C'est une des lettres qui a été envoyée à mon père. Et elle a tâché de réunir toutes ces lettres-là et d'en faire un véritable roman passionnant à étudier et à lire. Et ainsi, comme ça, les années se sont écoulées, je dis bien les années de la guerre, et mon père donc avait tout mis en œuvre pour essayer de sauver ce dernier rescapé de Vittel, sa famille de 300 personnes. Et jusqu'au dernier moment, il y a eu cet espoir. Ils ont été amenés à Vittel en février 1943, mais finalement, il y a eu des dénonciations que ces passeports n'étaient pas des véritables
passeport. Et on a essayé par tous les moyens de quand même les faire valider. Mais finalement, tous les espoirs ont été caducs. On racontait toujours un épisode terrible où il a téléphoné au président de la Croix-Rouge internationale, M. Burkhardt, pour qu'il reconnaisse ses passeports. Parce que si la Croix-Rouge reconnaissait, ce serait ensuite reconnu également par les Allemands. Et alors, il a téléphoné à M. Burkhardt à la Croix-Rouge de Genève. On lui a dit qu'il était absent. Finalement, ma mère a réussi à savoir qu'il se trouvait en villégiature dans un hôtel à Zurich, l'hôtel Dolder. Alors, elle a réussi à l'atteindre là-bas. Et il lui a dit, écoute, ça dépend de toi. Il suffit que tu donnes une signature, que tu reconnaisses le passeport, et des centaines de vies humaines peuvent être épargnées. Et M. Burkhardt, président de la Croix-Rouge internationale, lui a raccroché le téléphone et dit, Madame, maintenant je suis en vacances, demande que on ne me dérange pas pendant mes vacances. Voilà, la Croix-Rouge internationale. Quoi qu'il en soit, peu après la fin de la guerre, par un accident terrible, mon père est monté, a pris le train pour aller à la yeshiva donner son cours, et il était plongé dans ses réflexions sur le shiur. Alors, il n'a pas fait attention, il est descendu et le train ne s'est pas arrêté. Et finalement, je n'avais que 6 mois, et mes sœurs, pas beaucoup plus. Et finalement, il a été déraciné de ce monde-ci. Mais pour beaucoup de gens, pour des dizaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes, il représentait, après sa survie, comme l'homme qui représentait pour eux la vie et l'espoir. Et c'était pour eux, pour beaucoup d'entre eux, j'ai eu beaucoup de témoignages dessus, que c'était comme une espèce de deuxième Shoah en entendant la nouvelle qui concernait sa disparition. Je voudrais terminer par une petite histoire. J'ai donné un cours à une Achnasat Sefer Torah à Chol Hamoed de Sukkot il y a quelques années en arrière. La famille Korn avait fait une Achnasat Sefer Torah. Et on m'a demandé de parler. Et juste après mon discours, s'approche de moi un juif, d'un certain âge, il me dit, on a dit que tu t'appelais Weingart. Est-ce que par hasard, tu es lié à Shaul Weingart de Montreux? Il dit, oui, je suis son fils. Et alors j'ai vu qu'il a pris toutes les couleurs, son visage. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous pouvez le reconnaître sur son visage. Il me dit, je vais te raconter une histoire que j'ai eue avec ton père en 1945, avant la fin de la guerre. J'ai tout à coup eu la nouvelle que mes parents se trouvaient à Lyon. J'ai décidé de quitter la yeshiva et d'essayer de les retrouver. Et qui c'est qui m'a accompagné à la gare? C'était ton père. Il m'a accompagné à la gare. Et au moment où le train est arrivé, ton papa m'a dit, je te demande une chose, une seule chose. N'oublie jamais que tu as été une fois un Bachur Yeshiva. Il me dit, tu ne peux pas t'imaginer toutes les épreuves à travers lesquelles, toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Et ce sont ces mots de ton papa qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Une semaine après, avec ça je terminerai, il y avait le brit de mon petit-fils. Et Raz Hashem aussi demain matin, on a un petit-fils qui va faire son brit en éveil à tout. Et c'était le brit de mon petit-fils. Et j'étais encore sous le coup de ce témoignage de ce juif. Et on m'a demandé de parler parce que j'étais à ce moment-là le syndic, le sandak. Et alors, j'ai raconté cette histoire. Et je leur ai dit, nos sages disent que le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, il apprend toute la Torah. Et au moment de sortir du ventre de sa maman, il y a un malach, il lui donne un coup, ici, et il oublie toute cette Torah. Si de toute façon il oublie, pourquoi est-ce qu'il apprend?
Moraï Rabotai, on vient dire à chaque enfant juif, n'oublie pas que tu étais une fois un Bachou Yeshiva ou dans le ventre de ton papa, de ta maman. Toda Rabba, Shuvot Tovot, Amen Amen. Amen, amen. Mazal Tov, Rav Ebi, merci beaucoup pour votre témoignage en tant que Rav et en tant que fils de Rav qui a connu la Shoah et qui a apporté énormément à toute sa chevra à ce moment précis. Chazak ve'ematz. Merci beaucoup. Nous pouvons continuer maintenant avec Shlomo Balsam, s'il peut apparaître. Voilà, merci. Alors, avec un petit peu de retard, je reconnais, mais c'était pour le temps d'écouter les uns et les autres les témoignages des uns et des autres. Le témoignage de Shlomo Balsam est aussi très important et fondamental puisque vous êtes reconnu comme étant un spécialiste de la question de la Shoah et à ce titre-là, c'était fondamental que vous interveniez ce soir. Président aussi de Aloumim, c'est-à-dire des enfants cachés, une association qui s'occupe des enfants cachés au moment de la Shoah. C'est à vous de nous donner un petit peu la vue d'ensemble et votre point de vue. Nous vous remercions. Merci. Je vais mettre share screen. Oui. Voilà. Alors, je vais parler des enfants cachés, notamment de l'association Aloumim, qui est les enfants cachés sont des enfants qui étaient cachés pendant la guerre en France, qui venaient d'Allemagne, des familles qui ont fui d'Allemagne, de Hollande, de Belgique et bien sûr de France. Et les parents ont été déportés et ces enfants ont été cachés notamment chez des justes parmi les nations. Et ils se sont organisés qu'en 1993. Alors, quand je leur ai demandé pourquoi seulement en 1993, ils m'ont dit, mais Shlomo, nous, on n'était rien, on était comme des paquets qu'on cache à droite, à gauche. Il y avait ceux qui se sont battus, il y avait les résistants, il y avait ceux qui sortaient des camps. Mais nous, on n'était rien, les enfants cachés. Et ce n'est qu'en 1993 qu'a été fondée à Aloumim par la rabbinite Avichail, Madame Avichail, qui a fondé l'association Aloumim des enfants cachés en France pendant la Shoah. C'est une association israélienne. Et je sais qu'une des phrases que les enfants cachés disaient, c'est « Pour moi, la guerre a commencé en 1945 ». Je dis « Mais c'est pas possible cette phrase, comment c'est possible ?» Il dit « Oui, parce que j'étais caché chez des paysans français, des justes Premières Nations, je jouais, on m'a dit que c'était les grandes vacances et que papa et maman vont rentrer. Et à la fin de la guerre, en 1945, tout d'un coup, j'ai découvert qu'il n'y avait plus personne, plus rien. Et il y en a même… Jusqu'aujourd'hui, il y a une dame de Haïfa qui m'a demandé « Shlomo, tu peux me dire qui je suis ?» Elle avait été laissée sur le quai dans un panier en tant que bébé par ses parents déportés. Et j'ai, comme en 1990, Serge Klarsfeld a fait ouvrir les archives de la police française, j'ai pu lui donner également qui étaient ses parents. Elle ignorait qui étaient ses parents. Elle était mise dans l'Aliata noire parce que personne n'a réclamé. Elle est grandie dans un kibbutz, elle a fait l'armée en Israël. Et je lui ai dit, mais pourquoi à l'âge de 75 ans, vous cherchez? Il dit, mais je ne peux pas, mon petit-fils, il fait le devoir sur la famille qu'on doit faire pour la bar mitzvah en Israël dans les écoles. Je ne peux pas dire non à mon petit-fils. Et la première chose qu'on fait, effectivement, les enfants cachés après la guerre, c'est comment je retrouve ma famille. Et ceux qui connaissent l'hôtel Lutetia à Paris, vous savez que tous les jours, des gens venaient chercher peut-être quelqu'un. Il y a des listes de la Croix-Rouge, peut-être que quelqu'un a survécu de la famille. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants cachés qui cherchent qui ils sont. Une des enfants cachés les plus connus était Ariela Palach de notre association Aloumim. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Je t'aime, ma fille, je t'abandonne ». Pour la sauver, en 1942, ses parents courent à l'assistance publique pour l'abandonner. Pourquoi? Parce que quand on abandonne un enfant, alors il n'a plus de nom, il devient anonyme, donc ça peut la sauver. Effectivement, ça l'a sauvée et elle écrit un livre, vous savez, la décision des parents pour ces enfants cachés, jusqu'elle a compris que cet abandon était un acte d'amour. Il y a une autre fille qui s'appelle Jedinak, Rachel Jedinak. Elle, pour la première fois de sa vie, elle a reçu une gifle de sa maman. Ils étaient enfermés là, à Belleville, dans un truc qui s'appelle la Bellevilloise. C'était un sous-camp
du Veldiv et de Drancy, et on a mis des Juifs. Et la mère a dit à sa petite fille qui avait à peu près 7 ans, va-t'en. La fille ne veut pas, elle reste collée à sa maman. Et qu'est-ce que fait la mère? Elle lui donne une gifle terrible. Comment réagit un enfant quand il est puni sans raison? Il est brogueux, il est en colère. Elle s'enfuit, ça l'a sauvée. Et pendant longtemps, elle n'a pas compris que ce geste terrible qu'elle lui a fait sa maman était en fait le plus grand geste d'amour. Et ça, c'est des histoires d'enfants cachés. Son père, d'ailleurs, avait été arrêté. Son père était militaire français. Ça n'a pas empêché d'être déporté. Et en plus, la raison pour laquelle il a été arrêté au camp de Bonne-la-Rolande, c'est marqué, vous connaissez ça d'entre vous, en surnombre dans l'économie nationale. Le motif d'arrestation d'un juif au camp de Bonne-la-Rolande était gardé uniquement par des Français. Maintenant, cette petite fille, finalement, a été sauvée par une Chassina Tumot Haolam, une juste parmi les nations, André Pasquier. Et une des maladies des enfants cachés, c'est de dire merci. On était des enfants gentils. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent quels sont les justes qui les ont sauvés alors qu'ils étaient petits. Ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des fois, ils ne se rappellent pas. Et il y en a qui ont mis 60 ans à retrouver leur famille. Une des filles d'enfants cachés, Fanny Benami, elle habite à Cholon aujourd'hui, chez Thier Chaim Aroukim. Je la connais très très bien, elle fait partie du Haloumim. Elle allumait même une des bougies le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, elle avait 12 ans quand ses parents étaient arrêtés. On la prend avec d'autres enfants pour passer en Suisse. On a parlé de la Suisse, mais seulement le passeur disparaît. Il a été arrêté. Elle est toute seule avec une dizaine d'enfants. Elle a 12 ans. Et elle devient la petite commandante. Et c'est elle seule qui va prendre sur elle de faire passer tous les enfants en Suisse. Elle est devenue la petite commandante à Mefakedet Aktana. Il y a un film qui est sorti sur elle qui s'appelle Le voyage de Fanny. Je connais Fanny Benami, une femme extraordinaire. On la voit ici au milieu. Il y a un garçon caché qui s'appelle Ourian, Israël Ourian. Il vit à Jérusalem, pas loin de chez moi. Et il avait 12 ans quand ses parents étaient arrêtés. Il s'enfuit tout seul. Où il va se cacher? Il ne sait pas où se cacher. Il se cache aux Halles, au marché à Paris qui s'appelle les Halles. Il se cache sous là où il y a les fruits que vendent les paysans. Et il vole. Comme ça, il mange et il vole à manger. Et il y a un paysan qui lui prend comme ça par l'oreille. Il lui dit, mais tu voles là, c'est pas bien de voler. Il dit, mais j'ai personne, mes parents ont été arrêtés, j'ai pas. Alors le paysan lui dit, tu sais travailler? Oui. Tu viens avec moi en Normandie. Et il l'a sauvé. Il a été en Normandie. À la fin de la guerre, il a 15 ans. Il va mentir sur son âge. Il voit qu'on engage des gens pour la guerre d'indépendance d'Israël. Il va se battre, on voit ici avec Moshe Dayan, il va se battre pour la libération de Jérusalem en 1948, pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es battu? Tous tes parents ont été déportés, tu as pas mal souffert, repose-toi, pourquoi tu veux te battre? Et il m'a dit, je veux me reconstruire. Shlomo, une fois dans ma vie, je peux me tenir sur mes jambes, je peux me montrer ce que je suis capable de faire, que je ne suis pas seulement un objet. Et effectivement, à l'âge de 15 ans, il va s'engager dans l'armée d'Israël. Il y en a un qui est connu, qui a été caché en Belgique, un enfant caché, Yossi Peled. Il va être un des chefs de l'armée d'Israël, le chef du Front Nord. Il va être député et même ministre. Il va être sauvé par une juge qui s'appelle André Guelen, une grande, grande dame, mademoiselle, une grande, grande dame, on l'appelait mademoiselle, qui a sauvé beaucoup, beaucoup de juifs. Maintenant, en France, il y a l'organisation OSE, dont Albert Einstein est le président, et il y aura des maisons d'enfants. Dans le sud de la France, on va cacher des enfants. Et la phrase qui revient de tous les enfants cachés, tu sais, Shlomo, on jouait et on riait le jour, mais on pleurait la nuit parce qu'on attendait papa et maman. Et dans ces maisons d'enfants, il y a des gens comme par exemple Georges Loinger, avec Marcel Marceau, c'est un des oncles de Marcel Marceau.
Une de ses nièces s'appelle Yardena Arazi, l'une des plus grandes chanteuses israéliennes. Georges Loinger, qui était lié à Lozé, a sauvé beaucoup d'enfants. Il a fait, lui, passer beaucoup d'enfants en Suisse. Et comme il y avait les maisons de Lozé, il y avait une base, on peut les mettre, et à un moment, quand les Allemands occupent la zone sud, il faut disperser tous les enfants. Marianne Cohn, que beaucoup d'enfants cachés, on se rappelle, qui a été assassinée, elle faisait passer des Juifs en masse en Suisse, elle a été prise, elle a été décapitée par les Français, et elle pouvait s'évader, mais elle a refusé de s'évader parce que qui va garder les enfants? André Salomon, Louise Roger, une juge parmi les nations qui a sauvé Ehud Lev, un petit garçon très mignon, et elle savait ni lire ni écrire. Et quand elle a reçu la médaille des justes posthume, son petit-fils a dit, ma grand-mère n'avait rien, elle avait seulement une chose, un cœur. Elle savait ni lire ni écrire. C'était une brave paysanne qui avait quelques moutons, quelques vaches, pas grand-chose. Il n'y avait pas d'eau, il y avait un puits, mais elle avait une chose, un cœur. Elle a sauvé Ehud Lev, qui a travaillé longtemps au musée d'Israël comme un des grands spécialistes, qui a été sauvé par exemple, là, il y a une dame qui s'appelle Gabrielle Hochman. Elle a mis 70 ans à retrouver celle qui l'a sauvée. Elle avait 1 an. Elle était cachée dans un couvent et elle a été sauvée. Elle est revenue elle a été mise dans un groupe qui est en Israël. Elle est donc en Israël. Et toute sa vie, elle a cherché qui l'a sauvée. Elle a retrouvé la bonne sœur qui l'a sauvée et elle a eu la médaille des justes. C'est important d'être un bon enfant caché. Il y a beaucoup d'histoires d'enfants cachés. Et là, c'est une histoire, la dernière histoire que je voudrais raconter. Vous savez que beaucoup d'enfants cachés ont eu un complexe. Quand je demande aujourd'hui à quelqu'un dans le Negev, dans un kibbutz du Negev, un jour, je devais remplir pour lui des papiers officiels. Je lui dis, comment tu t'appelles? Et il m'a dit, quel nom je dois dire, Shlomo? Quel nom je dois dire? Ben, ton nom. Mais lequel? Et après, j'ai compris que quand il avait 4 ans, on lui disait, tu t'appelles pas Moïse, tu t'appelles Christian. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas exactement leur identité, qui ont toujours peur de dire quel nom je dois dire, quel nom je dois dire. Et l'histoire la plus émouvante que je connaisse, c'est cet homme que vous voyez là, Romuald Baskinel. Il est polonais. Il avait 3 mois, sa maman quitte le ghetto d'une petite contrée en Pologne qui s'appelle Waszkinie et elle court vite parce qu'il y a des bruits qui courent, qu'il va y avoir une descente de la Gestapo. Elle va donner le bébé à une famille chrétienne. S'il vous plaît, sauvez mon bébé. Et la famille chrétienne va sauver le bébé, va l'élever comme un chrétien. Il va grandir, bien, il se pose des questions. Pourquoi, quand il va à la douche, les autres garçons se moquent un peu de lui? Pourquoi il ne ressemble pas à ses parents? Il ne comprend pas très bien, mais il est catholique, il grandit dans une famille catholique, il est amoureux de Jésus et il veut être prêtre. Et il devient prêtre. Et quand il a 40 ans à peu près, entre 35 et 40 ans, sa mère polonaise agonise, est très malade, et lui dit, j'ai un secret pour toi. J'ai un secret, je t'ai jamais dit, en fait, tu es juif. Il ne savait pas du tout qu'il était juif, il comprenait quelque chose qui cloche, mais il est prêtre depuis à peu près 15-20 ans. Il est même grandi dans les échelons de l'Église, et on lui dit, bah, tu es juif. Il ne sait pas quoi faire, tout son monde s'écroule. Il était vraiment un grand prêtre dans l'Église catholique. Quelqu'un lui dit, mais va en Israël. En Israël, il y a beaucoup de juifs comme toi. Si tu es juif, peut-être que tu as de la famille. Il vient en Israël, il est encore avec son truc de prêtre. Et moi, je l'ai connu parce comme il parle toutes les langues, il a commencé à travailler aux archives de Yad Vashem. Et au début, il me disait, mais Shlomo, je peux continuer, mais Jésus, d'accord, parce qu'il était aussi juif, Jésus. Il était coincé entre 2 mondes. Il a été curé. Eh bien, il y a quelque temps,
il y a 1 an et demi. Je l'ai suivi il a refait tout le parcours. Il est redevenu juif. Il a fait un cours au kibbutz d'Eliaou pour réapprendre le judaïsme. Et il a reçu, il y a quelque temps, le fait qu'il est juif du rabbinat. Et c'était extraordinaire. Il a fait reconnaître ses 2 parents goy comme juifs parmi les nations. Et pour terminer, je terminerai avec ça et je dirai quelques mots de conclusion. On lui a fêté sa bar mitzvah à Yad Vashem, à la synagogue de Yad Vashem, à l'âge de 77 ans. Alors, il y avait là-bas le grand rabbin de Pologne qui est vu spécialement, le Rav Choudrir, un bon copain à moi. Et voilà ce qu'on a fait. Je vais essayer de montrer. On me faut à côté de lui. Il y a le grand rabbin de Pologne. Le premier à droite, c'est le grand rabbin de Pologne. Voilà, pour terminer, c'est l'histoire d'enfants cachés. Pendant la guerre, beaucoup d'enfants cachés ont voulu garder leur identité juive. Et effectivement, en France et dans d'autres endroits, il y a eu beaucoup de gens qui ont tout fait pour essayer de garder le plus longtemps possible l'identité juive de ces enfants cachés. Mais pour une grande majorité, ils ont redécouvert qui ils étaient, qui étaient leurs parents. Il y en a, par exemple, qui n'ont jamais vu de photos de leurs parents. C'est quelque chose de terrible. La dame pour qui j'ai retrouvé qui étaient ses parents, j'ai jamais retrouvé des photos de ses parents. Elle continue à grandir sans savoir qui étaient ses parents. Mais celle qui était le petit bébé dont je vous ai parlé à Haïfa, qui a été abandonné sur le quai dans un panier. Mais quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, je vais vous dire qui vous êtes. Je lui ai même donné sa date de naissance qu'elle ignorait. Donc, je lui ai donné une date d'anniversaire. Mais je lui ai dit une chose et j'ai beaucoup hésité avant de lui dire. Je lui ai dit, madame, vous n'étiez pas toute seule quand vos parents sont montés dans le train. Vos parents sont montés avec 2 frères. Vous aviez 2 frères de 5 ans et de 8 ans qui sont morts à Auschwitz. Donc, à l'âge de à peu près 78 ans, je lui ai donné une identité. Je lui ai dit qui étaient ses parents. Je lui ai donné 2 frères et je lui ai enlevé 2 frères. Et c'était ça, l'histoire des enfants cachés. Donc, vous voyez, ce sont des drames extraordinaires, mais il y a une reconstruction. Tous les enfants cachés de Halomim que je connais, qui vivent en Israël, ont tous bien réussi pour prouver qu'ils peuvent donner quelque chose au monde. Être des médecins, être des éducateurs, donner des choses. Voilà ce que je voulais dire sur Halomim. Merci. Merci de ce que... Merci beaucoup pour ce témoignage qui était très fort. Merci à vous pour tout le travail que vous accomplissez et je voudrais remercier de manière globale à tous les intervenants, depuis ma belle-mère jusqu'à vous, pour dire combien c'est important que vous puissiez encore continuer comme ça, à témoigner jusqu'à 120 ans, que vos enfants continuent à témoigner, qu'en fait, ce qui fait la force d'Israël, c'est de se souvenir toujours de cette route à vote. C'est ce mérite qui nous accompagne ainsi, qui nous accompagnera ainsi de longues années. Merci beaucoup à vous tous d'être restés avec nous ce soir et le plaisir de se retrouver une prochaine fois pour vous. Merci à vous. Sprotzen wird dort unser Gwure, unsere Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heint. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unsere Mut. Es
Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heim.